Eh bien, bonjour à tous pour ce premier live studio de la journée de jeudi. Nous sommes toujours sur le stand de Transport Média au Salon Transport et Logistics de Liège. Et le premier thème qui va nous occuper aujourd'hui est un thème éminemment logistique. Et on va parler beaucoup de technique et de technologie puisqu'il s'agit de l'impact d'un concept qu'on appelle le Internet of Things sur le secteur logistique. Et pour parler de ce sujet, nous avons deux experts autour de la table. Tout d'abord, Jean-Louis Goutals de la société Orange et ensuite Alex Van Bredam de la société Trivisor. Je vais d'abord peut-être vous laisser vous présenter rapidement et expliquer en quoi Orange d'un côté et Trivisor de l'autre sont actifs dans le secteur logistique et ont un lien avec le concept d'Internet des objets, Internet of Things. Monsieur Goutals. Oui, merci. Donc je travaille dans le département Machine to Machine Internet of Things d'Orange Belgique, qui est un département qui existe déjà depuis de très nombreuses années. Et nous adressons ce marché-là de manière très très spécifique depuis environ une quinzaine d'années. Et donc un des premiers secteurs dans lequel nous avons été actifs, c'est précisément le secteur du transport, avec des sociétés qui sont présentes sur le stand ici, comme Transix et Ubidata, et donc qui fournissent des solutions qui permettent à des transporteurs d'avoir le contrôle complet de toute la partie transport et voire même logistique en temps réel. On parle là de la localisation des camions, des assets, mais aussi les informations de planning par exemple des chauffeurs, toutes les informations liées aux remorques, les températures de remorques, les pressions de pneus, etc. Et donc c'est un secteur dans lequel nous sommes très très fort actifs depuis de très très nombreuses années. Et alors, Internet of Things, oui, on est présent, parce que le M2M, en fait, l'IoT, pardon, est une extension du concept machine to machine à des éléments beaucoup plus le marché résidentiel, par exemple le Smart Cities par exemple, ou les volumes beaucoup plus importants qui seront amenés à communiquer en temps réel, et non seulement les camions, mais tout ce qu'on pourrait imaginer qui devrait envoyer des statuts en temps réel. Voilà, donc on parle de deux concepts. On parlait un peu avant de M2M, Machine to Machine Communication. Oui. On parle aujourd'hui davantage un peu de Internet of Things. C'est donc les objets qui arrivent à communiquer des données à propos de leur localisation, de leur statut, de leur état, grâce à la présence de capteurs qui sont de plus en plus petits, de plus en plus performants et de moins en moins coûteux. Du côté de Trivisor, vous êtes un architecte de solutions supply chain complexes. En quoi est-ce que le concept d'Internet of Things a déjà bouleversé quelque part le quotidien des entreprises pour lesquelles vous travaillez? Bien, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, la gestion des flux de produits se fait à travers le flux d'informations. Et au plus que cette information est précise, au mieux que la gestion des flux se fait. Et donc, comme nous, on travaille sur la synchronisation des flux de différentes entreprises, il est pour nous assez important de pouvoir capter toutes ces données. On ne le fait pas nous-mêmes, c'est à travers l'infrastructure, à travers les camions, etc., ce que ça se fait. Mais nous autres, on commence à manipuler cette information afin de mieux synchroniser tous ces flux, afin que la consolidation se fait d'une manière nettement améliorée et afin que les gains de consolidation commencent à grandir là-dessus. Il y a un exemple assez récent. Vous avez présenté un projet il y a quelques semaines justement de consolidation de flux. On peut en dire deux mots éventuellement? Oui, tout à fait. Là, pour la première fois, on a réussi à faire une consolidation au carré, j'oserais dire. D'un côté, il y avait les fournisseurs de cook, quatre grands fournisseurs de cook en Belgique, qui ont décidé, OK, pourquoi doit-on parcourir toute la Belgique avec des petites palettes, etc. Pourquoi n'arrive-t-on pas à pouvoir aller à camion complet en centre de consolidation et à partir de là, commencer à fournir les grandes surfaces, par exemple, ou les centres de distribution de grandes surfaces. Et de l'autre côté, deux grandes surfaces, Colruyt et Delhaize, se sont mis ensemble et ont dit, OK, on va, en consolidant aussi nos volumes, essayer d'agrandir le volume des flux. Parce que, comme on sait tout très bien, la logistique sont des gros volumes en deux directions. C'est le seul bon menu qu'on a en logistique pour faire la logistique très performante et une logistique à la fois moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement puisqu'on émet moins de CO2 par marchandise transportée. Voilà.
pour cette solution-là, est-ce que vous avez déjà utilisé des solutions de type Internet of Things? C'est-à-dire jusqu'où va l'affinage de la traçabilité? C'est le camion, c'est la palette, c'est le colis? Oui. Pour l'instant, ça se trouve encore toujours au niveau du camion. Hein. Dans le transport, c'est toujours un peu, j'oserais dire, le tunnel, ce qu'on passe dedans. Une fois que les produits quittent le centre de distribution, ils entrent dans un tunnel. Et du fait qu'il y a beaucoup de sous-traitance, etc. chez le transport, c'est pas toujours évident pour un transporteur de pouvoir récupérer aussi le track and trace détaillé de ses sous-traitants. Donc, pour l'instant, ça suffit parce que les distances sont assez courtes. Et il n'y a pas encore une nécessité de refaire un planning tant que les camions sont en cours de route. Mais il se pourrait que dans d'autres cas, d'autres cas autres que, par exemple, distribution belge, où les distances sont nettement plus grandes, où les temps de temps que le camion est en cours de route est nettement plus grand, à ce moment-là, ça devient important. Ouais. Et je veux bien juste donner l'exemple du pharma. Hein. Oui. Là, on voit que les produits ne sont pas seulement suivis, mais aussi la température est récupérée. Bien sûr. Et éventuellement comment on dit quand il fait un peu humide, l'humidité, pardon, oui. Et aussi récupérée parce que ça c'est assez important pour tous ces biens. Donc à l'aune de cet exemple-là, on voit déjà que l'Internet of Things dans la logistique, c'est deux choses. C'est la connectivité d'objets qui génèrent des flux d'informations et l'analyse de ces données qui permet de créer des solutions plus efficaces. Monsieur Goethals, pour tout ça, il faut transmettre un nombre de données qui n'arrête pas d'augmenter. J'ai entendu dire que le volume de data généré par tous les objets connectés, c'est pas uniquement des smartphones, c'est des tags RFID un peu partout, doublait pratiquement chaque année. Est-ce qu'on va, et vous êtes un spécialiste des réseaux et de cette transmission de données, est-ce qu'on va arriver à générer suffisamment de capacité, de bandes passantes pour doubler chaque année le volume de data ? Alors, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on a toujours bien réussi, parce que vous parlez de doubler les réseaux tous les ans. Nous, on est plutôt à doubler les volumes de données tous les 6 mois. Donc, c'est ce qu'on constate maintenant sur notre réseau. Et donc, on est capable de gérer ces flux. Jusqu'où on peut aller, bon, on ne peut pas dire que the sky is the limit, mais jusqu'à présent, en tout cas, on a toujours bien réussi à gérer cette augmentation quasi exponentielle des flux. Ceci dit, maintenant, si on parle d'IoT, on parle de très très faible trafic de bande passante, donc il y a très peu d'informations qui sont envoyées avec beaucoup de devices, beaucoup d'équipements. On gère déjà maintenant plutôt une augmentation exponentielle du volume avec très peu de devices. Donc on sait gérer, je pense, ces deux facteurs-là. Et qui investit aujourd'hui ? Qui fait les investissements ? C'est essentiellement l'opérateur. Donc l'opérateur doit mettre en place des processus qui lui permettent de faire évoluer à la fois la partie radio du réseau et la partie qu'on appelle le back-end, le corps de réseau, de manière à pouvoir accepter tous ces flux. Et ça, c'est essentiellement c'est l'opérateur qui investit dans tous ces centres de données et ces équipements qui permettent de gérer toute cette capacité de données. Et donc l'opérateur qui réalise cet investissement veut avoir un retour sur investissement. Il va donc devoir faire payer quelque part à ses utilisateurs un service de plus en plus riche, de plus en plus complet. Et c'est donc à l'utilisateur de ce service de générer suffisamment de valeur, et là j'en retourne peut-être vers Alex, suffisamment de valeur pour justifier le prix qu'il va payer, le service que lui facture l'opérateur. Tout à fait, et là c'est un peu où ça coince aujourd'hui. On voit que beaucoup de données sont récupérées, mais pas encore vraiment utilisées. Il y a très peu d'entreprises qui font aujourd'hui de l'intelligence sur les données. Tout le monde parle de big data, mais on est à l'étape maintenant où on récupère la big data. Mais on sait pas où on l'analyse encore. Oui, et ça devient très important. Et là, on voit que les grandes entreprises de l'Internet, ils sont très bien dans toutes ces analyses-là. C'est leur corps de métier. Oui, mais c'est un peu dangereux aussi parce que c'est
peut-être eux qui vont faire la logistique du futur, parce qu'ils ont le contrôle sur les données, ils savent comment les manipuler, et il est assez facile d'aller à l'étape prochaine, c'est prendre le contrôle sur les flux produits. de marchandises. Voilà. Alors là, on anticipe peut-être un tout petit peu, mais aujourd'hui, est-ce que le big data n'est pas accessible à tout le monde? C'est pas nécessairement une question de taille d'entreprise, hein, ce n'est pas de ça que je veux parler, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de fracture digitale qui est en train de s'installer dans le monde logistique entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui on sent déjà cette fracture? J'ai l'impression, et si on regarde le monde logistique, ils ont toujours été dans le flux des données, dans les flux des produits, Oui. mais maintenant ils montent dans les flux des données, ils investissent légèrement, je ne sais pas dire, convenablement dans les flux de données, mais ça sera probablement pas assez parce qu'ils n'ont pas la vue générale sur toutes sortes de données et comment manipuler ces données. Tandis que les entreprises de l'Internet viennent justement de cette vue globale et ils vont commencer à se spécialiser aussi dans la logistique parce qu'ils ont ces données-là, mais ils savent comment les faire interagir avec toutes les autres données, les données de consommateurs, etc. Est-ce qu'Amazon est un exemple de cette évolution? On le voit bien parce qu'ils ont même décidé d'investir dans une flotte. Oui. Parce qu'ils disaient que le reste n'allait plus assez vite et n'était pas de assez bonne qualité, ce qui existait déjà. En français, on dit qui peut le plus, peut le moins. Donc, si on applique ça à notre thème du jour, qui est capable de gérer les flux de données, de les analyser et de générer de la valeur avec ces données, est par conséquent capable d'organiser des flux de marchandises? C'est un petit peu ça. Je vois monsieur... Je voudrais quand même préciser que l'opérateur que nous sommes, l'opérateur réseau que nous sommes, Oui. je vais faire un parallèle par rapport au circuit du transport. Le transporteur transporte des palettes, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, en tant que réseau, opérateur réseau, c'est la même chose. On transporte des paquets qui sont des données, mais on n'a pas le contenu des données. Le contenu des données, ça, il appartient au client. Et donc ça, on n'a pas. Donc on sait faire des analyses, on fait aussi du big data. On a des approches big data basées sur les flux des personnes avec leur carte, leur GSM par exemple ou quoi. Mais le contenu des données n'est pas connu. Et donc là, on va pas pouvoir aller jusque là. Ça, c'est pas. Il n'est pas connu métier. parce qu'il doit rester anonyme? Parce qu'il doit rester anonyme, parce que la donnée appartient à nos clients, aux clients de nos clients. Et donc là, nous n'avons pas la maîtrise de ce contenu-là, parce qu'on offre aussi des aspects de sécurité qui nous empêchent à nous d'avoir le détail de ce contenu. Donc on encrypte les données de manière à ce que nous ne puissions pas obtenir ces données-là, ces informations. Oui, c'est peut-être un aspect assez important, parce qu'on voit aujourd'hui surgir beaucoup de plateformes de data. On voit par exemple en Version Export où il y a plusieurs entreprises du port qui essayent de se partager les données. Mais le grand problème là, c'est toujours le governance model, le modèle de gouvernance. Qui va pouvoir gérer quoi? Qui va pouvoir voir quoi? Et là, c'est très important. Et si longtemps que ce modèle de gouvernance est géré par plusieurs entreprises et éventuellement par des partenaires neutres, ça va. Du moment où une entreprise est tellement grande qu'elle gère sa propre plateforme et qu'elle décide ce qu'elle peut faire avec ces données, par exemple en offrant des services additionnels à ses clients et que ses clients sont d'accord afin que ces données soient utilisées pour d'autres buts que seulement le transfert ou quelque chose comme ça, bien à ce moment-là, ça devient assez dangereux. Et alors, si on devient tellement grand comme entreprise qu'on doit vraiment commencer à gérer ça. Et ces très très grandes entreprises sont parfois déjà aujourd'hui plus puissantes que certains États, donc ça peut poser des questions, mais qui nous emmènent un petit peu plus loin que ce que ce live studio ne peut traiter évidemment dans le cadre d'aujourd'hui. Pour conclure, on a bien évoqué ce qu'aujourd'hui représente Internet of Things dans le monde de la logistique et du transport. Mais on n'en est qu'au tout début. On a encore des capteurs qui sont encore relativement chers. On ne peut pas encore mettre des capteurs partout. On ne peut pas le mettre sur chaque paquet. On ne trace pas encore les personnes. Demain, à un horizon de 10, 20 ou 30 ans,
les choses pourraient encore évoluer très rapidement vers quelque chose de tout à fait différent. Peut-être du côté technique, Monsieur Goethals, de votre Oui, de pour votre un opérateur point de vue. télécom, 10-20 ans, c'est très long. Hein. Ouais. Mais donc je parlais plutôt du court terme, c'est-à-dire les quelques années qui vont suivre. Effectivement, l'IoT est un challenge et pour pouvoir permettre aux clients d'avoir des applications avec des prix de revient très très bas et de la qualité de service, les opérateurs, et donc notamment Orange en Belgique, est en train d'investir sur ce qu'on appelle des réseaux Low Powered Area Network. Donc, ce sont des réseaux qui permettent d'avoir des modems qui fonctionnent avec des niveaux de prix d'achat très très bas, avec des vitesses des bandes passantes excessivement basses aussi, mais qui permettent d'avoir ce qu'on appelle un TCO, un Total Cost of Ownership, très très bas aussi. Donc ces réseaux qu'on appelle NB-IoT ou LTM sont des réseaux qui sont en train d'être implémentés maintenant par les opérateurs, et donc notamment nous ici en Belgique, pour pouvoir ouvrir le marché justement avec des prix de revient très très bas pour des applications. Si vous allez mettre un senseur par exemple dans un parking, vous ne pouvez pas vous permettre de payer des dizaines et des dizaines d'euros par mois ou par an pour avoir un TCO rentable. Et donc ces réseaux-là vont permettre d'avoir ces senseurs-là à un prix de revient très très bas, tout en assurant une durée de vie très très longue, par exemple sur batterie, sans devoir changer les batteries de manière régulière. Donc tous ces réseaux-là sont en train d'être implémentés, notamment par nous ici en Belgique, pour cette année-ci. Donc ça, c'est quelque part la bonne nouvelle, c'est que le seuil d'accès à cette nouvelle technologie va s'abaisser. Tout à fait. Financièrement, reste évidemment, là vous n'en disconviendrez pas, avoir l'intelligence et le brain nécessaire pour gérer les données, sinon l'investissement n'est donc pas ça c'est nécessairement intelligent, ça rentable. c'est prévu. Voilà. Donc il y aura des réseaux, toutes ces données pourront transiter soit via des plateformes de l'opérateur, soit des plateformes du gestionnaire de l'application lui-même, qui sont des intégrateurs par exemple. Donc il y a différents modèles qui existent à ce niveau-là. Et dans chaque cas, l'intégrité des données peut toujours être préservée. Alors si on regarde un petit peu plus loin dans le temps, il y a un concept qui s'appelle Physical Internet qui lui va vraiment révolutionner davantage le secteur. On va essayer de le résumer de manière assez brève. D'abord, à quel horizon est-ce que ça pourrait arriver? En quoi est-ce que ça consisterait, Monsieur Van Bredam? En principe, il est prévu d'ici 2050. Aujourd'hui, la Commission et un grand nombre de grosses boîtes, de gros comptes, voient déjà ceci comme étant l'image finale de la logistique. Il est clair que la capacité qu'on aura besoin dans la logistique va encore énormément augmenter dans les années à suivre. On parle de capacité de transport physique ici. Oui, de donc transport, ça veut dire voilà. des camions, des camionnettes, on en a encore besoin beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que tout le monde veut être livré à la maison dans un temps de délai qui est encore plus court. Donc on n'aura jamais assez de capacité pour pouvoir suivre ça. Comment marche-t-il ce Internet physique? Il marche environ comme on fait marcher en soi l'Internet aujourd'hui. On envoie un email et ce email il passe par un réseau avec des opérateurs et ces opérateurs savent comment transposer l'email vers le point suivant. L'Europe a un réseau, le TEN-T, le réseau de toutes les routes et les voies navigables et les trains. Et l'Europe dit, OK, si par exemple vous avez 6 palettes en Espagne aujourd'hui, et vous voulez faire acheminer vers la Belgique aujourd'hui, vous dites à vos transporteurs, allez me les repêcher et ramenez-les-moi jusqu'ici. Ça vous coûte 8 jours environ à votre transporteur à faire ceci. Dans un cas extrême, oui. Ouais. Oui. En principe, avec le temps de repos, etc., entre 6 et 8 jours, disons. Certainement, si c'est sur Madrid, ça prend un peu plus longtemps. Mais donc, dans le futur, on n'aura plus la capacité requise pour faire ceci, pour descendre même vite jusqu'en Espagne, parce que les flux vers l'Espagne sont très limités aujourd'hui, et remonter. Alors, ce qui se passe, c'est que vos 6 palettes, vous allez les mettre sur un sort d'Internet, un portail, où vous dites, OK, j'ai 6 palettes là en Espagne, et sur ce portail, il y a plusieurs transporteurs qui sont connectés. Et grâce au Internet of Things, on va immédiatement scanner
tous ces transporteurs et leur infrastructure et leur capacité pour voir qui est disponible pour pouvoir repêcher ces 6 palettes, pour les amener au point ou disons à la jonction prochaine, qui peut être par exemple un magasin à Clermont-Ferrand. À partir de là, il est repris par un autre, et comme ça, votre voyage entre l'Espagne et la Belgique se fait en 5-6 étapes, mais vous n'avez jamais dû réserver une capacité pendant un temps qui est assez longtemps. Oui. Donc, ce sont toutes des capacités qui disons, qui sont dans un secteur géographique limité, afin que les camions ne commencent plus à traverser toute l'Europe parce qu'il n'y a plus de capacité et qu'on pour ça. ne transporte pas d'air. Quelle est la différence fondamentale entre ce Physical Internet et ce qu'on appelle aujourd'hui une bourse de fret, parce que ça existe déjà aujourd'hui? Tout à fait. Bien, la mauvaise nouvelle est que le transport va être réduit à une commodité, à un article standard. Tout le monde devra offrir le même service de transport. Et c'est pour ça que un transporteur se fera certifier ou accréditer afin qu'il puisse faire ce transport-là. 1. 2. Ici, vous allez commencer à disons, vous partager la capacité. C'est encore toujours différent avec une bourse de transport. Bourse de transport, c'est en fait un contrat qui se fait entre le chargeur et le transporteur. C'est un contrat 1 sur 1 comme on a toujours aujourd'hui. Voilà. Dans ce nouveau Canva, il n'y aura plus ce contrat. Il y aura un contrat entre différents chargeurs qui sont connectés à une plateforme où différents transporteurs seront connectés de leur part. Donc il n'y aura plus de contrat 1 sur 1. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'on prend la capacité qui est disponible à tout instant et on a une garantie que le transport s'effectuera d'une manière qui est requise par tous ces chargeurs-là. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, le type de contrat est tout à fait différent en comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui nécessitera évidemment aussi une adaptation de la législation de transport pour gérer tous les aspects de compliance, d'assurance et de qualité. N'oublions pas l'aspect Uber qui peut entrer aussi là-dedans et qui va probablement entrer. On verra à quelle vitesse et pour quel type de transport, mais là on sort un petit peu du cadre de ce live studio. Monsieur Goethals, une dernière conclusion. Est-ce que, de votre point de vue, parce qu'on vient ici d'évoquer des risques quelque part pour pas mal d'acteurs du secteur du transport, est-ce que vous voyez cet Internet of Things comme une menace, une opportunité pour le secteur du transport et de la logistique? Je pense que c'est plus une opportunité, évidemment, parce qu'au plus on a de l'information, on peut capter de l'information, au plus on la maîtrise, au plus on peut prévoir et décider sur base d'informations réelles. Donc je le vois plutôt comme une opportunité. Il y aura des challenges, ça c'est clair. On a parlé de l'augmentation du nombre de données. Ici, on doit créer des plateformes, harmoniser des plateformes au niveau européen. Ça va être un challenge. Les modèles de gouvernance. Il y a les modèles de gouvernance à mettre en place pour respecter le privacy, qui sont des éléments importants. Donc ça, il y aura des challenges, mais il y aura surtout beaucoup d'opportunités, je pense, pour le secteur, parce qu'on va pouvoir maîtriser, mesurer ses savoirs aussi, et donc à ce niveau-là, ce sera plutôt une opportunité. Eh bien voilà une conclusion positive à ce débat absolument passionnant qui a ouvert des perspectives pour les prochains mois, les prochaines années, même les prochaines décennies dans le secteur du transport et de la logistique. Donc retenez, Internet of Things va bouleverser profondément, même si aujourd'hui ce n'est pas encore tout à fait le cas, ou en tout cas dans pas beaucoup d'entreprises, va vraiment bouleverser le secteur du transport et de la logistique. Et nous, en tant que journalistes, on continuera à vous informer du mieux qu'on peut dans nos magazines, sur nos sites et dans les différents événements que nous organisons et dans ces live studios. Pour vous informer, pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'était le premier live studio du jeudi sur le stand de Transport Média. Merci à tous les deux d'y avoir participé et bon salon. Très volontiers. Merci.